Avec le développement et l'urbanisation grandissante des villes africaines, on observe entre autres une baisse de la qualité de l'air et une augmentation des maladies liées à la pollution. Pour en parler avec nous, le professeur Alexandre Boko nous a rejoint. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Manda. Alors, vous êtes professeur titulaire en pneumologie à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, responsable du centre d'aide au sevrage tabagique du CHU de Cocody, toujours à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Quelques chiffres pour commencer. L'Afrique est le continent qui pollue le moins. Il est responsable de seulement 4% des gaz à effet de serre dans le monde. Mais paradoxalement, on se rend compte que c'est le continent qui est le plus touché par la pollution, avec environ 155 décès pour 100 000 habitants, alors que dans le reste du monde, on est à 85 décès pour 100 000 habitants. Professeur, l'Afrique qui est considérée comme le continent vert, pourquoi est-ce que c'est lui qui paye le plus lourd tribut des décès liés à la pollution? Alors, moi, je ne dirais pas que l'Afrique est le continent le moins pollué, parce que nous n'avons pas de système de contrôle de la pollution. Effectivement, quand vous prenez, par exemple, les packs auto, l'Afrique ne consomme que 3% des packs auto du monde. Et pourtant, on note environ 1 million de décès en Afrique dus à la pollution. Et 1 million, 50% de ces 1 million sont dus à la pollution des espaces extérieurs, c'est-à-dire automobiles, industriels et autres. Donc, c'est dire que c'est une zone qui est fortement polluée et donc qui est à la base d'un taux de mortalité très élevé. Quand vous sortez de la ville, vous savez ce qu'on appelle les smog, vous voyez les brouillards qu'on voit souvent les matins. Et c'est dû au fait qu'on a des particules de polluants donc, qui restent suspendues dans l'air et donc qui est à la base donc, des maladies graves. Mais on va en parler tout à l'heure. Mais je voudrais aussi dire que la pollution, c'est un véritable phénomène. C'est un fléau mondial parce que ça tue 9 millions de personnes par an. Ça tue plus que la tuberculose, le VIH et même le paludisme, les trois réunis, pour dire que c'est un véritable fléau. Et justement, en parlant de pays africains les plus pollués, on a retrouvé dans nos données que c'est l'Égypte, le Ghana, la République démocratique du Congo, le Kenya et même l'Afrique du Sud. Mais l'impression qu'on a lorsqu'on regarde, c'est justement des pays qui arrivent à avoir des données, qui arrivent à recenser suffisamment et se retrouvent en train de nous restituer ces données. Est-ce que vous pensez que la situation, elle est mésestimée sur le continent? En fait, ce que nous reprochons à ces études, c'est que c'est des études qui se font de façon ponctuelle. Et ce que nous souhaitons, c'est d'avoir des systèmes d'enregistrement sur toute l'année, de sorte qu'on puisse établir un calendrier de pollution. Parce que vous êtes d'accord avec moi que selon les périodes, quand nous sommes dans la saison sèche, nous avons plus de polluants. Parce qu'il y a les polluants naturels tels que le sable et autres que nous recevons. Et pendant la saison pluvieuse, compte tenu du fait qu'il y ait des précipitations, alors ça fait descendre les polluants. Ces pays que vous avez cités, effectivement, ce sont des pays qui ont des capteurs et donc qui peuvent mesurer. Et bien sûr, en mesurant, on se rend compte que ce sont des pays qui sont pollués, très pollués. Mais ça ne veut pas dire que les autres pays qui n'ont pas été mesurés sont à l'abri de la pollution. Sur 54 pays de l'Afrique, seulement 7 pays ont des capteurs pour mesurer la pollution. L'OMS a établi des normes. Par exemple, pour les petites particules, les particules fines, pour le zone O3, pour les dioxydes d'azote. Donc, il doit y avoir des teneurs que chaque pays doit avoir. C'est vrai qu'en Afrique, on est nettement au-dessus pour ceux des pays qui ont des capteurs. Donc, je pense que pour la prévention même, c'est le premier élément. Parce que c'est comme si, voilà, on est dans un système, on ne comprend même pas. On dit c'est pollué, mais on ne sait rien, on n'a rien. Oui, on n'a pas de données factuelles. Pas de baromètre. Donc pour moi, c'est le premier élément. Et à partir de ce qu'on va relever sur les capteurs, ça va nous permettre peut-être de prendre des mesures pour être plus efficaces. Et donc je pense que les pays gagneraient, chaque pays gagnerait à avoir des capteurs, des systèmes de contrôle de l'air. Avoir de la data, au fait. Oui, bon, si on veut, parce que c'est cette data qui va nous permettre de savoir, on va se dire en 2023, en décembre 2023, on est à tel niveau. Et lorsqu'on revient en décembre 2024, avec les initiatives qui ont été prises, ça nous permet de voir si, oui ou non, on a réussi à diminuer, ou oui, voilà, si on a réussi à diminuer la pollution liée aux maladies de l'air. Andy Costa, vous avez grandi à Grand-Bassam, dans une ville du sud de la Côte d'Ivoire, qui est même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce qu'avec les années, la qualité de l'air là-bas a changé?
La qualité de l'air à Grand Bassam a changé comme toutes les villes africaines. Cela est dû à la démographie galopante et aussi à notre nouveau mode de consommation. Et est-ce que ce sont ces changements qui ont motivé votre engagement écologique? En clair, ce n'est pas forcément lié à Grand Bassam, mais c'est un constat général. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement fait partie des enjeux globaux et nous devons tous être conscients que nous n'avons pas une planète de réchange, nous avons une seule planète. Et le véritable déclic est parti lorsque j'étais en train de lire un article de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui disait que, dans l'article, il disait l'environnement, ça coûte cher, mais si nous ne faisons rien, nous allons payer plus cher. Donc, derrière cette citation ou ce message, il y a une invite et il y a une prise de conscience collective et surtout citoyenne que nous devons engager parce que l'environnement nous impacte tous et l'environnement est notre partage à tous. Moi, je pense qu'il faut effrayer tous ceux qui nous écoutent. Par exemple? Par exemple, les nouveau-nés, par exemple, on note 236 000 décès par an. Les nouveau-nés, c'est-à-dire que les enfants de moins de 1 an dus à la pollution. Et puis la mortalité infantile jusqu'à 5 ans, c'est 14% lié à la pollution. Donc moi, je pense que c'est des chiffres quand même alarmants parce que pour moi, la pollution, ça fait peur en fait. Justement, quel est l'impact de la pollution? Quel est l'impact de la pollution sur l'organisme? Pour raconter une anecdote, par exemple, j'ai eu une dame qui est venue pour une fibrose pulmonaire. Et je cherchais l'étiologie de la fibrose pulmonaire. Et je me suis rendu compte que c'est les désodorisants. Donc, elle est dans un salon de coiffure. Donc, chaque fois qu'une cliente sort, elle va pulvériser, elle va pomper la bombe. Mais à force d'inhaler, elle a fait une grosse fibrose. Et elle est handicapée respiratoire. Ça, c'est une forme de polluant. Quelles sont les autres maladies qui peuvent être liées à la pollution, pollution de l'air? Il y a plusieurs maladies. Il y a des maladies, je dirais, à court terme. Par exemple, si vous rentrez dans une pollution, la fumée par exemple, vous allez voir que vous allez couler des larmes, vous allez éternuer, vous allez avoir des maux de gorge. Ça, c'est à court terme. Et puis, il y a la pollution à long terme. À long terme, c'est-à-dire que c'est l'inhalation répétée et chronique donc, des substances. Et ces substances-là vont donc irriter la muqueuse. Donc, ce qu'on connaît habituellement, c'est les maladies respiratoires, telles que les bronchopnéumopathies chroniques obstructives, que vous connaissez bien. C'est une maladie qui est due à une destruction de la muqueuse respiratoire. Et cette maladie est fortement handicapante parce que ça va entraîner, le poumon est détruit, donc la personne aura du mal à respirer. Et donc, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Il va porter cette maladie à vie. Et si on ne fait rien, enfin, s'il n'est pas bien suivi, il sera dépendant d'oxygène et ça va évoluer vers une insuffisance respiratoire chronique. Donc, après, le sujet, quand vous dites dépendant de l'oxygène, il ne pourra pas marcher sans bouteille d'oxygène. C'est exactement ça. Maintenant, de plus en plus, on découvre que la pollution est à la base de certaines maladies chroniques, qu'on appelle les maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires. Alors, comment ça procède? Il faut dire que ce que nous inhalons, il existe des particules très fines. Et ces particules vont pénétrer dans le poumon jusqu'au niveau des alvéoles et passer dans le sang. Et comme c'est des particules qui contiennent plusieurs éléments du carbone, qui contiennent des composés aromatisés ou bien des hydrocarbures, ces particules-là vont donc agir dans tout l'organisme. C'est ce qui peut entraîner les cancers. Donc les cancers de tous les organes peuvent être provoqués par la pollution. Ça va agir sur les vaisseaux et ça va donc modifier ce qu'on appelle l'endothélium, c'est les vaisseaux, là où le sang circule, et ça va entraîner des plaques et ces vaisseaux vont se boucher. Donc on n'est pas étonné de voir que quelqu'un fasse un infarctus du myocarde, c'est-à-dire qu'il fasse une crise cardiaque, il tombe, il meurt, ou bien qu'il fasse un AVC dû au fait que les vaisseaux de la tête aussi sont bouchés. Mais je voudrais attirer l'attention que de plus en plus on note des causes d'infertilité qui peuvent être dues à la pollution. Des malformations, c'est-à-dire que des enfants qui naissent avec des malformations qui peuvent être dues à la pollution.
pour dire que la pollution, donc ces substances-là, vont donc imprégner notre organisme et vont entraîner beaucoup de dégâts, entraîner beaucoup de maladies que souvent on ne s'imagine pas. Andy Costa, est-ce que vous voulez réagir aux propos du professeur? C'est un constat très alarmant, mais n'empêche qu'on doit prendre conscience, d'où la nécessité de protéger notre environnement. Le ministère des Eaux et Forêts nous incite à faire beaucoup de planting parce que planter des arbres, les arbres peuvent être aussi une très bonne alternative à la pollution de l'air. Et me concernant en tant qu'ambassadeur de la mobilité durable, je conseille aussi l'usage du vélo. Et très bientôt aussi, on va basculer parce que ça s'impose à nous, à la mobilité électrique.